Bamako, ou littéralement le marigot du crocodile en langue bambara. Les 3 crocodiles qui symbolisent la ville trouvent leur origine dans les 3 marigots autour desquels elle fut fondée. Située sur les bords du légendaire fleuve Niger, encaissée entre collines et falaises, Bamako rayonne par sa culture et sa musique dans le monde entier. Une culture, mais surtout une âme qui puise ses racines dans une histoire ancestrale qui fait la fierté de tous les Maliens. Berceau de plusieurs empires et terre d'islam depuis le XIe siècle, le Mali s'est vu ternir son image par une mouvance djihadiste qui déstabilise le nord du pays depuis 2012. Pourtant, les 90% de la population musulmane pratiquent un islam qui s'insère pacifiquement dans la vie démocratique du pays. À la mosquée Eyoub, dans le quartier Amdalaï, la prière du vendredi réunit toutes les générations de Bamakois. Ladies and gentlemen. Donc, les gars, bon, moi j'achète du thé, on se tag au grain, plopement. Voilà, c'est comme ça. L'islam est une religion de cohésion. On doit s'entraider. Pour certaines personnes, ils se cachent derrière cette religion pour faire du mal. Mais ce n'est pas à cause d'une minorité qu'on va se focaliser et dire que tout le monde est ainsi. Quand tu ne viens pas au Mali ou quand tu ne viens pas dans les pays musulmans, tu ne peux pas le savoir. Nous, en tant que Bamakois, la crise, ça nous a vraiment touchés parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais maintenant, ça va. Tout commence à rentrer dans l'ordre. Tout se passe bien à Bamako. À 26 et 25 ans, Fatou et Yamadou sont de jeunes Bamakois pour qui religion et modernité ne sont pas incompatibles. Nous sommes du XXIe siècle, donc on doit s'adapter à son siècle et à son temps, mais sans oublier nos valeurs et nos coutumes. On peut insérer une partie importante de nos traditions et us de coutumes avec la modernité. Et parmi ces traditions, il y en a une qui est une véritable institution à Bamako, le grain. Le grain, vous vous asseyez, vous échangez. Donc c'est comme des potes, des relations vous tissez des relations de longue date. Ces lieux d'échange improvisés et présents à chaque coin de rue regroupent traditionnellement des personnes de même génération autour d'une tasse de thé. Le thé, c'est un ingrédient essentiel pour tous les grains au Mali. On est ensemble depuis à bas âge dans le quartier. Donc on se connaît tous, les parents et tous. Le grain est un lieu d'interaction, mais aussi d'intégration indissociable du paysage urbain bamakois. Quand il y a un problème, donc on se consulte entre nous, l'un et l'autre. Chacun amène ses propres idées, chacun ajoute ses solutions. C'est fait pour s'épauler, on s'épaule un peu, quoi. C'est une famille, on est soudés, donc du coup, quand il y a un problème, on demande à l'un. Si l'un n'a pas la solution, peut-être d'autres auront la solution. Le grain de Fatou et Yamadou n'est pas comme les autres. Traditionnellement réservé aux hommes, il s'ouvre aux femmes avec une nouvelle génération qui promeut à la fois mixité et modernité. On s'est adapté à notre siècle. Il y a des dames, il y a des hommes, donc il y a la complémentarité. Donc du coup, on fait ensemble, quoi. Mais on a une priorité, c'est les projets, les idées qu'on a en tête. On essaye d'échanger là-dessus. On peut faire quelque chose pour notre communauté, le quartier et pourquoi pas le pays. De la parole aux actes, il n'y a qu'un pas. Les membres du grain aident les écoliers de leur quartier, comme aujourd'hui au Centre Soleil d'Afrique. Notre projet, c'est éducation et culture, notamment aide et soutien scolaire aux enfants qui n'ont pas les moyens d'être assistés, surtout les écoles publiques. On pense que l'éducation est la base. Même si on n'a pas d'argent ou autre chose à leur donner, je pense que c'est un plus. Parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir ça dans les écoles et tout. Les ateliers de dessin, et puis d'art, et puis de peinture.
On va vous donner des feuilles A4 avec des crayons. Vous allez dessiner là-dessus. Le dessin, c'est sur quoi? C'est sur le Mali. Qu'est-ce que vous pensez du Mali? Qu'est-ce que le Mali et ce que le Mali représente pour vous-même? Administré par M. Diakité, la vocation du centre est depuis 20 ans de faire passer des messages de paix et de cohésion sociale à travers l'art. Au lieu de s'asseoir dans les grains, prendre du thé quotidiennement, toute la journée, et si on s'emploie à donner le peu de savoir qu'on a aux jeunes enfants, vraiment, on ne peut pas donner mieux, quoi. Ces enfants-là peuvent devenir quelque chose de vrai. On pense que les enfants ignorent les problèmes du pays. Donc, à travers les dessins, nous, on va essayer de leur guider. C'est la carte du Mali. Oui. Vert, jaune, rouge. Le vert, jaune, rouge, c'est quoi? Le vert, c'est les cultures. Oui. Le jaune, c'est l'or. Oui. Le rouge, c'est le sang. C'est très important que les enfants aient l'amour de la patrie. Le futur du pays, c'est nous les jeunes. Donc, on doit se réveiller, on ne doit pas rester là, on ne doit pas croiser les bras. Bon, nous devons nous battre pour le développement et le futur du pays. Pendant que certains d'ici nous prennent le thé, à l'autre bout de la ville, d'autres travaillent dur malgré la chaleur. Je m'entraîne 6 fois dans la semaine, pendant 4 heures, de biceps, l'avant-bras, l'épaule, triceps, tiré, poulie, barre. Par rapport au matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. Partout que j'ai compéti, j'ai remporté les médailles. C'est beaucoup de sacrifices, d'heures d'entraînement. Allez, on y va. Comme tout grand champion, Sibiri ne se déplace jamais seul. Celui que l'on surnomme Force 8, l'Invincible ou encore Superman est toujours accompagné par son cortège de fans. Les fans m'accompagnent toujours dans la compétition. Ça m'a donné beaucoup de force. Le sang qui coule dans mes veines, c'est mes fans. Sans eux, moi, je ne peux pas compétir. Aujourd'hui, Sibiri joue à domicile sur le terrain de basket de son quartier, à Badjalan. Le colosse malien y est une véritable star. Grâce à l'ambiance de mon quartier, ça m'a donné beaucoup de courage et de force d'être l'imbattable. Biceps saillants, torse bombé, Sibiri est un ferriste, un champion de bras de fer sportif. C'est un sport qui se pratique dans la rue, qui coûte peu cher. Il suffit d'avoir une table et 2 adversaires. Deuxième sport le plus populaire du pays derrière le football, le bras de fer a été importé des États-Unis à la fin des années 90.
Sylvester Stallone dans le film Over the Top. Ce film a vraiment marqué mon enfance. Il y a beaucoup de techniques. Pour devenir un champion, il faut avoir un mental fort, il faut y croire, il faut le rêver. La musique ici est très importante. On a la musique presque partout. Hein. Pendant les mariages, on a la musique. À la naissance, il y a la musique. Des activités religieuses, que ce soit animisme ou quoi. La musique accompagne les Maliens tout au long de leur vie. Un instrument typique d'Afrique de l'Ouest symbolise cette symbiose entre le peuple malien et son héritage musical, la kora. Nous, les joueurs de kora, nous sommes parmi les gardiens de la tradition et de la tradition malienne. Cette tradition, Djely Madi Sissoko l'a fait perdurer en tant qu'enseignant au sein de l'Institut national des arts, dont la mission est depuis 1933 de valoriser tous les pans de la culture malienne. C'est un endroit très important, pas pour Bamako seulement, mais pour tout le Mali. Parce qu'au Mali, il n'y a que ce seul institut qui existe. Il y a des gens qui quittent de Gao, de Kidal, de n'importe quelle région du Mali pour venir étudier la musique ici. C'est bien. OK. C'est bon, arrêtez, c'est bon. Bon. Du coup, pour l'accompagnement, je pense que c'est bon. Je transmets aux élèves d'ici ce que moi j'ai appris ici. La transmission, elle est très importante. Qu'une fois qu'on perd la transmission, c'est une cassure. Nous devons tout faire pour transmettre ce que nous connaissons à nos enfants. Mais le problème est que tu accélères le temps, quoi. Il faut rester là. Voilà. Mais il faut bloquer. Il ne faut pas laisser le son vibrer. Comme ça. C'est rapide. C'est ça ton problème, tu fuis encore tout le temps, quoi. Il faut avoir une certaine énergie, mais que ça soit vraiment intérieur, quoi, hein, voilà. Donc, parfois, voilà, lui, c'est la jeunesse aussi, c'est la fougue. Ouais, il est pressé de tout apprendre d'un seul coup. C'est ça qui pose un peu problème aussi, quoi. Un bon joueur de kora, c'est quelqu'un qui respecte d'abord la kora. Quelqu'un qui respecte la musique. Quelqu'un qui respecte ses compagnons musiciens. C'est ça, un bon joueur de kora. C'est bien, c'est pas mal, c'est bon. Vas-y, continue. La kora serait apparue au XIIIe siècle, à l'époque du glorieux empereur mandingue, Soundiata Keïta. Une des légendes raconte que se promenant le long du fleuve Niger, le roi aperçut un djinn jouant de l'instrument.
Ravi par les notes et les mélodies jouées par l'esprit surnaturel, il confisqua la kora pour la ramener à sa cour. Aujourd'hui encore, c'est au bord du fleuve Niger que l'on vient récupérer un élément essentiel à la fabrication de cet instrument. Je vais régulièrement chez Soumalo Koulibaly au bord du fleuve pour vraiment acheter mes pots. Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Il a fait la peau depuis, pour mon papa, hein, c'est avec le vieux qu'il a beaucoup travaillé. Après nous aussi, on a un peu travaillé avec lui. Bon, et j'espère que nos enfants, nos petits-enfants vont travailler avec lui, quoi. C'est dans le quartier des tanneurs que les plus grands joueurs de kora viennent choisir leur peau. Chèvre, daim ou vache, c'est en général celle du veau que l'on utilise pour la kora. Ami wulo ta ka blaji la na nyigira. Ami sege ke barko kono na nyigira. Ama akala duguma jamba bo. Ne ya bodoro ba shi shinya ga bwala. Bo ka do nogola. Na do na nogola abi sege ya. Nyoda agi na be sege la bi gira ti. La bonne peau, c'est une peau qui n'est pas trop pourrie, mais qui n'est pas aussi trop crue. Donc il faut avoir le juste équilibre qui est très difficile à trouver. Mais du coup, le vieux, quand même, il a de l'expérience et il trouve ça à chaque fois pour moi. Tout le processus est naturel de bout en bout. Une fois la peau séchée, la fabrication de l'instrument peut commencer. Et la fabrication des koras, c'est une histoire de famille. Djely Madi travaille depuis 19 ans avec Amadou Diabaté. Ils appartiennent aux deux familles les plus réputées en la matière, et ce depuis des générations. Depuis toujours, on fabrique parce qu'on est né, on a trouvé nos parents fabriquer et jouer. Donc depuis toujours, parce que ça va de notre notoriété de la famille. Voilà. La kora est composée d'une demi-calebasse, recouverte d'une peau, et d'un manche en bois d'environ 1,30 m, sur lequel reposent généralement 21 cordes. On est en train de tirer la peau sur la calebasse. Donc, ils sont en train de tirer pour voir la tension. C'est le plus important. C'est le plus important. Tout est à ce niveau-là. Tout est là. La qualité sonore, tout. Et l'esthétique, tout, la beauté de l'instrument, tout, c'est à ce niveau-là. Une fois la peau tendue sur la calebasse, on y ajoute les supports de main. Après 48 heures de séchage environ, la peau est enfin fixée. On la découpe à même son support, puis on la cloue. Dernière étape de la fabrication, la fixation du manche et des clés. Il faut 15 jours pour finir une kora. Parce que ça demande beaucoup de travail. Il faut travailler les manches, il faut travailler la peau, il faut travailler les calebasses, et ainsi de suite. Un savoir-faire millénaire, désormais menacé et concurrencé par des koras occidentales. Les jeunes ne s'adonnent pas à la fabrication de la kora. C'est le danger qui est en train de nous guetter. Et j'ai bien peur qu'un jour, on commence à aller commander les koras à l'Occident. Je ne suis pas trop inquiet parce qu'en acoustique, il n'y a pas match entre une kora fabriquée par ici en Afrique, surtout au Mali, par rapport aux koras qui viennent de l'autre côté. Non, non, non. C'est un instrument à l'origine qui appartient au griot. On ne devient pas griot, on est griot. Le griot met en connexion toutes les sensibilités de la société. Donc nous sommes là pour la médiation, nous sommes là pour les baptêmes, les mariages, les funérailles. Donc les griots quand même sont très, très importants dans la société mandingue en général et plus particulièrement dans la société malienne. C'est sous l'arbre à palabre que les griots comme Djely Madi se réunissent parfois. Un lieu traditionnel de rassemblement et de médiation où l'on arbitre les querelles et résout les crises. On ne peut rien faire sans l'avis de ta griotte ou de ton griot, quoi. On demande qu'est-ce qui ne va pas, tu as quel problème. Après ça,
On vient pour t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Mais pour moi, les griots ne se limitent pas seulement dans ça, quoi. D'abord, le griot, c'est le détenteur de mémoire. Ils connaissent l'histoire de tout un chacun. Et en fonction de ça, ils font de la musique aussi. Les griots mêlent un rôle social à un rôle historique. Garant de la mémoire de la société malienne depuis des siècles, c'est à travers leurs louanges qu'ils commémorent les exploits des ancêtres et les mythes fondateurs de l'histoire malienne. Manden bɛ sigi min kɔnɔ Manden tun tɛ sigi ten o. I ye kuma min fɔ Sunjata ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ani Tiramagan ni Kankejan Mokɛ Musa ni Mokɛ Dantɔmɛ. Fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, Soundiata Keïta est le personnage central de ces récits. Souvent, les louanges de l'histoire se mêlent aux louanges des ancêtres d'une famille. Le Malien est très fier. Du coup, pour parler de quelqu'un, pour le faire plaisir, tu fais en faisant allusion à ce que son grand-père ou son arrière-grand-père a eu à faire dans cette société, a eu à poser comme acte positif. On dit très souvent qu'il faut bien parler aux morts pour que les vivants se rendent compte vraiment qu'eux aussi, ils doivent faire quelque chose. La plupart des hauts faits ne sont pas écrits. Le fait de raconter les histoires, de transmettre, ça consolide la cohésion sociale. On dit que l'écriture elle est morte, mais la parole elle est vivante. Quand quelqu'un parle en face, on peut vraiment apercevoir la puissance des mots. Donc, quand on raconte l'histoire, l'histoire est vivante. La narration orale de l'histoire présente l'avantage de faire en sorte que beaucoup de personnes s'approprient cette histoire. Lorsque le griot narre l'histoire, c'est toute l'assistance qui en profite parce qu'elle écoute. Ça se dit dans sa langue. Mais l'oralité a l'inconvénient qu'elle est liée à la mémoire. Et qui dit mémoire dit possibilité d'oubli. Mais l'Afrique n'est pas que tradition orale, c'est beaucoup d'écriture, méconnue là aussi. Les évidences sont là. Le professeur Konaté, historien et archéologue, se rend aujourd'hui à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba, dirigé par Abdulkader Idrissa Maïga. Cher Maïga, comment ça va? Vous allez bien? Ça fait longtemps. Vous allez bien, ça va ici? Ça fait plaisir de se retrouver ici. Le but de cet institut, créé en 1973, est la préservation d'un précieux héritage malien classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, professeur, c'est une petite partie des manuscrits qui sont exposés ici. D'accord. Sinon, on a notre stock à l'intérieur. D'accord. Récoltés sur l'ensemble du territoire malien afin d'être restaurés et numérisés, ces manuscrits rédigés entre le XIe et le XIXe siècle renferment une grande partie du patrimoine culturel arabo-musulman et africain. Ici, nous avons par exemple un manuscrit en mathématiques. Et ici, c'est l'astronomie. Majoritairement calligraphiés en arabe, certains de ces ouvrages sont écrits en adjami, une retranscription des langues locales avec l'alphabet arabe. Nous aussi, on est soucieux de connaître le rôle de nos langues dans la transmission de savoir.
il faut chercher dans ces manuscrits une part importante de la pensée intellectuelle africaine. C'est le condensé des savoirs de l'époque. Donc ici c'est le magasin. Voilà, c'est le magasin. Nous avons 4 magasins ici. Transmis de génération en génération, les 40 000 manuscrits de Tombouctou que préserve l'Institut sont le témoignage de la richesse intellectuelle de cette ville, dont l'université accueillait au XIVe siècle des étudiants venus de toute l'Afrique. Ici, c'est comme l'ambassade de Tombouctou à Bamako. On continue à promouvoir Tombouctou, à faire les liens entre les manuscrits et Tombouctou. Ça tient vraiment au rôle que Tombouctou a joué dans le développement de l'islam et de la culture islamique dans nos régions. Le livre était l'un des produits les plus recherchés à Tombouctou au XVe siècle. En 2012, l'offensive djihadiste au nord du Mali a mis en péril ce patrimoine qu'il a alors fallu exfiltrer de Tombouctou. Al-Qadi, voilà notre héros. C'est lui qui a sauvé en réalité les manuscrits. Très dangereux puisque les djihadistes, il fait va-et-vient chaque fois. On enlève les manuscrits dans les boîtes et on met dans les sacs de riz. Puisque on met, pour la discipline. Voilà. On a pu avoir 10 malles remplies. Je suis très content parce que j'ai sauvé la mémoire de l'Afrique, la mémoire du monde. Il y a la grande histoire, celle des princes, celle des princesses, et puis il y a l'histoire de ces anonymes. Ce sont ces héros qui participent, qui font que la grande histoire peut exister. Un patrimoine sauvegardé face au barbarisme de l'ignorance. Aujourd'hui, l'Institut rend les manuscrits accessibles aux chercheurs et au grand public à travers la publication et la mise en ligne. C'est notre identité, c'est nos connaissances, c'est notre savoir-faire et savoir-être. Il faut les conserver dans les mémoires pour tirer des leçons, construire le présent et essayer de préparer l'avenir. Notre histoire nous fournit de la matière, des ressorts qui peuvent aider pour le présent et pour l'avenir. Ça, j'en suis persuadé. Mais encore, il faut maîtriser cette histoire. Vous ne pouvez entreprendre aucun projet de développement si vous n'avez pas confiance en vous. Je crois que le problème des Africains, c'est d'abord d'avoir confiance en soi. C'est extrêmement important. Ma petite fille ne me voit pas souvent et qu'elle vienne au musée ici, qu'elle voit que quand son grand-père va creuser, ça n'est pas pour s'amuser, que c'est pour aller chercher son passé lointain, c'est important. Ma petite fille verra bien qu'il sort de terre des choses, une information qu'on n'aurait pas eu autrement. Entre ce que nous savions dans les années 70 et ce que nous savons aujourd'hui, grâce notamment à l'archéologie, c'est énorme. C'est un bouleversement total. Deuxième plus grand musée africain avec une surface de 1700 mètres carrés, le Musée national du Mali rend compte depuis 1953 de la richesse des civilisations et empires qui se sont succédés dans l'histoire malienne. Vous avez des pièces ici qui se rapportent à ce qu'on appelle la préhistoire et vous allez pouvoir remonter le temps jusqu'aux périodes qui ont précédé la colonisation. Lorsque l'on vient expliquer aux Africains qui ne sont pas rentrés ou qui ne sont pas suffisamment rentrés dans l'histoire, cela interpelle les Maliens. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Vous allez bien? Je suis avec ma petite fille, Oumou Dao. Ça, c'est un objet, ça a l'air de rien, c'est la vedette de la maison. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? On est en train de faire le dépoussiérage. Voilà, l'objet doit voyager voilà, pour une expo aux États-Unis, voilà, au Metropolitan. Au Metropolitan, à New York. Les statuettes que tu vois ici, là, elles viennent toutes de Djenné. Djenné-Djeno, l'ancienne ville de Djenné. Situé à 500 km de Bamako, le site de Djenné-Djeno est le témoignage d'une forte activité économique dans la région dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Le site figure parmi les plus vieux centres urbanisés d'Afrique subsaharienne. On a eu l'air de dire que même nos villes qui sont nées ici n'auraient été possibles que parce que les Arabes commerçaient avec nous.
Mais Djéné Djeno montre qu'il y a une économie locale, régionale, qui fonctionne bel et bien avant le développement du commerce transsaharien, qui lui ne se développe véritablement qu'à partir du 9e siècle, après Jésus-Christ. Mais je pense que je ne savais pas que si c'est les Blancs qui ont retrouvé cette statue ou bien si c'est les Africains. Voilà, cette question est capitale. Parce que je pense que si c'était des Africains qui l'avaient trouvé tout seuls, il y aurait eu une suspicion. C'est une équipe américaine dirigée par un archéologue qui s'appelle McIntosh. Et la datation a été faite dans les laboratoires américains. Voilà. Nous avons des choses qui sont suffisamment claires, qui sont des évidences, ce n'est pas des inventions. Les statues de Djéné, ce n'est pas des Maliens, c'est McIntosh, c'est un Américain qui les a sortis, ce n'est pas des Maliens, on ne fait pas une histoire pour nous faire plaisir, on n'a pas besoin de ça. La recherche archéologique nous permet comme ça de battre en brèche des préjugés tenaces. Au-delà des trésors historiques, le musée s'attache à exposer la diversité culturelle du pays, et ce notamment à travers les tissus. Tu as vu ces signes-là, et ils ont des significations selon les... Voilà. Parmi ces tissus, le bogolan. Typiquement malien et en coton, il est issu d'une technique de teinture naturelle. Mais il est avant tout une marque d'identité. Dans chaque groupe ethnique qui fabrique du bogolan, ces signes se comprennent. C'est-à-dire que quelqu'un qui appartient au groupe Bambara, il verrait ces signes-là, il sait exactement quelle est la signification. Pour trouver ce tissu, il y a un endroit bien précis où se rendre à Bamako, la Maison des Artisans. Bâti en 1932, ce complexe architectural d'inspiration néo-soudanaise regroupe des dizaines d'échoppes et d'ateliers proposant du tissage, de la cordonnerie, de la sculpture ou encore de la maroquinerie. Mais la star du marché, c'est l'or, qui une fois fondu est transformé par un savoir-faire millénaire. Son abondance a fait la renommée du pays depuis le célèbre empereur du Mali, Kankou Moussa, qui est toujours considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. L'or représente plus de 70% des exportations du pays, mais la Maison des Artisans ne reflète plus cette richesse. Autrefois pris d'assaut par les touristes en quête de souvenirs, ce lieu a été rattrapé par le contexte politique du pays. Il n'y a plus de touristes. Donc la vie devient encore un peu plus difficile pour nous. Mais quand même, on se bat aussi pour s'en sortir. La raison de cet abandon, la guerre. Celle-ci a embrasé en 2012 le nord du pays, où les revendications indépendantistes se sont mêlées à des mouvances djihadistes. Cette guerre, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous aussi, on pratique notre religion de la manière dont on a trouvé nos arrière-grands-parents l'ont pratiqué. Nous sommes aussi des musulmans. Pour moi, c'est une guerre politique. Parce que chaque jour, il y a des groupes qui se créent, chaque jour, des ethnies de chez nous qui deviennent rebelles, qui prennent les armes, qui font des conneries de droite à gauche. Nous-mêmes, on ne comprend rien. Parmi celles-ci, une communauté en particulier est stigmatisée, les Touaregs. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va bien? Oui. Ils revendiquent l'autonomie de leur territoire depuis l'indépendance du pays. C'est à la fin de la rébellion des années 90 que Boubacar arrive en tant que Touareg à Bamako. Tous les Touaregs ne sont pas des rebelles. Et tous les rebelles ne sont pas Touaregs. Beaucoup ont fui, beaucoup sont partis parce que leur vie était menacée, effectivement. Anté, oui, ça va? Quand on est venu en 96, il n'y avait rien, il n'y avait pas de point de chute. On était des ambulants, on vendait ici. Aujourd'hui, je suis à la Maison des Artisans avec un atelier qui nourrit toute la communauté qui est restée au nord. Alors, bonjour, ça va? Bien. Oui, ça va? Nous fabriquons les bijoux généralement. On travaille sur le bronze, l'argent et le bois d'ébène. On est là à Bamako pour des séjours de 3 mois, 4 mois. On vient faire des affaires. Dès qu'on a un peu d'argent, on les renvoie à ceux qui sont restés là-bas.
En toute situation, il faut savoir s'adapter. Il faut avoir une certaine résilience. Ça fait longtemps, il va très bien. Une résilience dont ont fait preuve la chanteuse Fadimata Wallet Oumar, surnommée Disco, et les membres de son groupe, Tartit. Tartit, ça veut dire union. C'est un groupe qui a été constitué dans les camps de réfugiés les années 95. On était dans 2 camps différents. Une partie du groupe était en Mauritanie et une était au Burkina. Et en 2012, on est retourné encore la même crise, les mêmes problèmes. Moi, je suis partie 3 ans. J'étais au Burkina, je m'occupais des femmes dans les camps, mais je pleurais tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis très contente de revenir parmi ma famille, parmi mes frères du Mali. Moi, j'ai vécu toujours entre la vie nomade et la vie sédentaire. La vie nomade, c'est une vie que j'adore, très simple, la plus simple du monde. Il n'y a pas de frontières, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de courant, on est à l'aise. Tout est naturel, tout est avec la nature. Un mode de vie simple et libre qui est mis à mal par les nouveaux défis imposés à cette communauté. Les Touaregs sont obligés de faire face au monde actuel. D'abord, le problème de l'eau. Il faut quand même que les gens s'adaptent aux nouvelles réalités. Avec les changements climatiques, avec la sécheresse, vivre dans notre milieu naturel, on ne pourra plus. Beaucoup de gens sont partis en exode. C'est une crise mondiale, ce n'est pas une crise malienne, c'est une crise mondiale. Il faut qu'on trouve une solution mondiale. Une crise environnementale symbolisée par les maux du mythique fleuve Niger, principale ressource hydrique des 6 pays qu'il traverse sur plus de 4000 km. Ce rempart contre l'avancée du désert est désormais menacé par l'ensablement, l'assèchement et la pollution. La pluviométrie devient rare, il y a beaucoup de sable qui est rentré dans les fleuves. On n'a rien que ces fleuves, on a vraiment peur. C'est la source qui fait vivre le Mali. Qu'on soit du désert, qu'on soit de la ville, c'est vital. C'est vraiment un symbole. Berceau de civilisation, le fleuve Niger a toujours été un trait d'union entre les peuples du Nord et du Sud. Aujourd'hui malade, il voit ses communautés s'enliser dans une désunion futile au vu des problèmes environnementaux qui menacent la région et qui pourraient expliquer en partie les crises d'aujourd'hui et de demain. Les Touaregs, les Bambara, les Dogons, mais on a été toujours ensemble. Nos cultures, nos musiques. Chez nous, la musique, c'est comme un médicament. Ça te décharge tous les trucs négatifs que tu as. Parce que la musique, elle est universelle. Parce que la musique, elle apporte des messages qui adoucissent les cœurs. Non loin du fleuve, dans le quartier de Kinzambougou, on s'affaire entre les murs d'une bâtisse décrépie où résonne encore l'écho d'un autre temps, celui de l'âge d'or de la musique malienne. Malgré l'activité qui y règne en coulisses,
la boutique Mali Cassette reste pourtant bien calme. Bonjour André. Oh, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? Ça va très bien. Et ça se passe comment? Tu as des clients? Oh, pas comme avant. Ah bon? Non, non. Les gens ne viennent pas beaucoup? Non, non, rarement. Oumar Barou Diallo a vécu l'époque où ce temple de la musique malienne connaissait une effervescence qui agitait les journées de ses employés. Mali Cassette, pour moi, représente beaucoup de choses pour la culture de ce pays, surtout pour la musique. Avant, c'était une place fréquentée par beaucoup de producteurs, de distributeurs, d'artistes. Il y avait plein de monde ici, des gens qui se bousculent pour avoir les cassettes, parce que c'était des cassettes à l'époque. Et ici, c'était rempli de cassettes. Il y avait tellement de cassettes en vente ici. On faisait la queue pour être servi à Mali Cassette. Créée en 1989, la boutique écoulait plus de 900 000 cassettes par an en 2002. Ce qui en a fait pendant longtemps le premier fournisseur de l'industrie musicale nationale. Mali Cassette était vraiment la moelle épinière de la musique du Mali parce que c'est là qu'on faisait les pressages, qu'on faisait les cassettes. Tous les plus grands artistes maliens y ont été associés de près ou de loin. Mais à l'ère du numérique, l'effervescence a laissé place au silence. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lokambe, hein? Ok, c'est ça. Porte-toi bien. Merci bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Il suffit de traverser la rue pour trouver une autre institution de la musique malienne, le studio Bogolan. Si Mali Cassette s'occupait de la distribution, c'est ici qu'étaient enregistrés de nombreux albums qui ont fait date dans l'histoire de la musique. Bonjour. Bonjour, t'es très gros quoi. Comment ça va quoi? Très bien quoi. Les bonnes affaires? Très bien. Ça bouge quoi. Très bien. Tout va bien? Ça très gros quoi. Bassiste, Oumar Barou Diallo retrouve Bassekou Kouyaté, célèbre joueur de Ngoni, dans ce studio qui a vu passer des stars internationales comme Björk ou Damon Albarn. Mais un seul musicien a marqué cet endroit de son empreinte, l'ambassadeur de tout un continent, Ali Farka Touré. Barou et Bassekou ont tous les deux connu cet autodidacte de la guitare à la conception musicale étonnante. Pour Ali, disons, tu n'apprends pas à être musicien. Tu nais musicien. La vraie musique vient de l'esprit, vient du corps, vient du sang. Et quand il joue un morceau, tu lui dis, tu joues dans quelle gamme? Il te dit, je suis désolé mon ami, je ne connais pas les gammes. Il est comme ça. Lui-même, il répétait jamais. Pape de la musique malienne, Ali Farka Touré a une carrière s'étalant sur plus de 40 ans, couronnée par pas moins de 3 Grammy Awards. Barou et Bassekou étaient présents pour l'enregistrement de son dernier album au studio Bogolan, avant son décès en 2006. Il m'a appelé. Je ne savais même pas qu'on allait faire un album. Je suis venu trouver qu'Ali a un t-shirt blanc et puis il a un chapeau en train de danser comme ça, les gens applaudissent. Donc, Bassekou, sois le bienvenu. Allez-y, viens ici. Donne-lui un microphone. Hey, amène une chaise ici, là. On a fait 2 minutes de répétition, 2 minutes. On a arrêté l'album, ça va. Le groupe de Ali, ce n'était pas un groupe, c'était une famille. C'était quelqu'un qui ne nous prenait pas comme ses musiciens. Pour lui, nous sommes ses jeunes frères, ses petits, quoi, en fait. Il avait un bon cœur. Par rapport à nous, les petits musiciens, il m'a dit, qu'est-ce que tu attends si tu ne veux pas un album pour toi? Parce que tu as une main comme un diamant noir. Tu dois faire quelque chose, le monde doit savoir que tu es là maintenant. Il dit, moi, j'ai déjà fait ma carrière, j'ai déjà fait mon temps. C'est votre tour maintenant. Il nous a éduqués dans ce sens. Nous sommes ses petits et il nous a appris à être généreux. C'est dans cet ordre d'idée qu'on est en train de pousser beaucoup d'artistes au Mali. Kelly fait partie, virtuose de la guitare, et il a une voix. Bassekou me disait tout de suite que voilà, c'est quelqu'un à aider. Hein. Oui. Tout de suite. Hein. Tout de suite. Il me dit, Barou, lui, c'est quelqu'un à aider. On est en train de lutter aussi pour la musique malienne. On est en train de lutter pour la nouvelle génération. Il faut que ça reste. C'est comme Ali a fait pour nous, on doit faire pour la nouvelle génération.
Originaire du nord du pays, Ali et sa musique ont fait rayonner la culture malienne dans le monde entier et ont fait découvrir au plus grand nombre les lointaines racines du blues. On jouait des trucs, on ne savait pas que c'était du blues. Mais cette musique, c'est notre musique qui a été importée aux États-Unis par des frères qui ont été esclaves et qui ont vraiment emporté notre culture vers les États-Unis. Pour lui, ce n'est pas du blues, c'était de la musique du Mali. Donc il nous a vraiment ouvert les yeux sur ça. Et c'est là qu'on a compris que la racine du blues même venait de chez nous. C'est dans le quartier de Lafiabougou, ou quartier de la paix, en Bambara, que se dresse la statue du musicien qui a désormais une place à son nom. Un passage à la postérité, symbole de l'importance de cet artiste hors norme. Il est éternel, ça c'est sûr. Je pense que c'est le premier monument qui a été dédié à un musicien, parce qu'il était une référence pour beaucoup de gens. Je pense qu'il est quelque part en train de me regarder. C'est quelqu'un dans ma vie qui n'est pas seulement un père, seulement un musicien. Il a été tout pour moi. Vieux Farka Touré suit les traces de son père. Ce lien entre le passé et le présent d'une génération à l'autre est symbolisé par la maison familiale au bout de la rue Ali Farka Touré. Il y a beaucoup de gens ici. La maison est tout le temps remplie. Ça, c'est depuis le temps de mon père, en fait. Chez nous, c'est comme ça, c'est de génération en génération. Voilà, donc c'est vraiment une vie de famille. On a toujours fait la répétition dans la cour. Bon, tout le monde venait voir un peu qu'est-ce qui se passe. Toute la journée, c'est des musiciens qui viennent, tous les musiciens maliens. En continuant la fusion musicale propre à son père, Vieux Farka rend hommage à son héritage. Aujourd'hui artiste international, il est considéré comme l'un des plus grands guitaristes au monde. Depuis que je suis petit, chaque fois que mon père est en train de jouer, je suis toujours à côté. J'ai voyagé avec lui, il m'a appris à jouer pendant qu'il était même malade. Moi, je dis comme ça, il m'a mis sur la route. Vieux Farka a hérité du talent de son père, mais aussi de ses légendaires guitares. C'est ma caserne Ali Baba en quelque sorte. Chaque guitare a son histoire. Ça, c'est une guitare que tout le monde connaît déjà. Guitare de Ali. C'est la guitare qui a ramassé tous les Grammys. De Ali. Voilà. Et celle-là aussi. Il a beaucoup fait avec ces deux guitares. Hein? Beaucoup même. Et j'ai continué à jouer beaucoup ces guitares. Si la musique et les guitares d'Ali Farka Touré continuent de vibrer entre les mains de son fils à Bamako, le nord d'origine de la famille Touré a lui bien changé. Tombouctou, c'est la région où je suis né. Et Niafanké, c'est mon village. Moi, c'est quelque chose qui me manque chaque fois que je ne peux pas aller. Et c'est là où je vais me ressourcer dans la musique. Mais aujourd'hui, avec la rébellion, c'est devenu compliqué. Quand il commence à avoir les attentats, d'autres problèmes, c'est tout le Mali qui en souffre aujourd'hui. Et j'espère que c'est une crise qui ne va pas encore durer des années, parce que nous, on est pressés de faire ce qu'on faisait avant. Ici, les gens, ils écoutent la musique et c'est ce qui les donne les conseils. Nous, les musiciens, nos guitares, nos gonis, c'est ça notre kalash. C'est avec ça qu'on se bat. Les vrais ambassadeurs, ce sont les musiciens. Parce que cette musique, cette culture, on l'amène partout dans le monde. La musique,
c'est le lien le plus fort que les Maliens doivent utiliser pour que l'union, la paix revienne au Mali. Nous sommes en train de grandir. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre évolution. Il y a beaucoup de pays qui ont traversé des trucs comme ça pour arriver là où ils sont. Ça va aller, c'est sûr que ça va aller. Les sociétés ont des capacités de régénération extraordinaires. Et je ne vois pas pourquoi le Mali ferait des fois ça. Et je pense que nous devons travailler à ce que les Maliens reprennent confiance en eux-mêmes. Mon souhait pour le pays, c'est la paix, la cohésion sociale, que les jeunes se réveillent. Demain, c'est à nous. Dans ce pays, il y a beaucoup de jeunes très brillants et courageux. Donc du coup, il y a un bon présage pour le futur et ça sera possible. Je souhaite le meilleur pour ma patrie, quoi. Il faut on signe pour que vraiment le Mali soit en avant. Je souhaite vraiment la paix. Le Sud nourrit le Nord nourrit le Sud. Les Touaregs, les Arabes, les Soreilles, les Peuls, nous sommes tous des Maliens.